Mesdames et messieurs, bonjour. Féru de Matin Libre Télévision, bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui encore, nous allons décrypter l'actualité relevant donc des faits marquants du Bénin avec un citoyen du Bénin, donc une personne ressource, un analyste, il est acteur politique, il est membre du parti Bloc républicain. Il demeure toujours le candidat au Dauphinat. En tout cas, je lui ferai la question. Merci déjà de prendre le rendez-vous et de vous installer confortablement. Dr Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours candidat au Dauphinat de Patrice Talon? Cela va de soi. Mon passage, appelez-moi plutôt Cheikh. Dr Bertin Kovi. Depuis quand ça a changé? Vous avez vu mon accoutrement quand même. Ça ne dit pas que vous avez changé de nom? Je n'ai pas changé de nom, c'est un attribut. Vous avez ajouté? Qui m'a été ajouté par mes partenaires turco-qataris. Je suis allé à Zanzibar pour les aider à finaliser un contrat de 15 milliards. Ce n'est pas mon argent, c'est à eux, pour faire des travaux. J'ai réussi à obtenir des contrats à la hauteur de 225 milliards. Donc, tellement content, ils m'ont dit, mais toi, désormais, tu as un chèque. Un chèque, ça veut dire quoi? Celui qui fait des choses extraordinaires. Et moi, ça me plaît bien, puisqu'ils m'ont donné cette tenue. Je la porte et j'en suis heureux. Donc, les 225 milliards pour le Bénin ou pour vous? Comment pour moi? C'est ni pour le Bénin, ni pour moi. C'est des travaux d'infrastructure qui vont faire là-bas. C'est eux qui ont ces travaux-là. Peut-être qu'ils me donneraient une commission. Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai réussi en VRP à leur obtenir 25, ils étaient partis pour 25 millions de dollars. Oui. J'ai eu 375 millions de dollars de travaux que la Tanzanie et Zanzibar leur confient. Bon, mais ce n'est pas mon argent. Ceux qui viennent dire qu'on a des problèmes d'argent là, ce n'est pas mon argent. Je suis quand même content d'avoir réussi à convaincre le gouvernement de Tanzanie et à donner ce marché-là à mes partenaires. Très bien. Donc, je suis Cheikh, Dr Bertin Kovi, qui n'a rien. Nombreux m'appellent Aladji. Non, Aladji, ça veut dire étranger. En tout cas, 2026, vous irez à la Mecque. Vous avez... Inch'Allah, non, ça, j'ai déjà une invitation formelle. Très bien. Pour y aller aux frais des autorités religieuses saoudiennes, parce qu'en fait, il y a quelques billets et quelques places chaque année qui sont donnés à des personnalités. Revenons maintenant à nos moutons égarés. C'est vrai, ce n'est plus un secret pour personne, puisque c'est désormais dans l'espace public. Vous avez lu passer ce communiqué du secrétaire général du gouvernement et vous avez donc constaté le limogeage, le remplacement tout simplement de Paulin Akpona, qui était précédemment ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, José Didier Tonato, cumulativement à ses fonctions actuelles, est désormais le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Voilà, on voyait venir, en tout cas certains observateurs voyaient la chose venir, après ces propos tenus à Parakou. On parlait de siphonnage de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Bertin Kovi, vous avez lu justement cette actualité sur nos antennes. Aussi, vous dites que justement, un ministre entrant ne doit pas critiquer un ministre sortant. C'est un principe. J'ai été quand même 7 ans collaborateur du président Obiangema Bazogo et en Guinée équatoriale, un ministre entrant ne porte jamais d'avis sur son prédécesseur. S'il a des choses à lui reprocher, il va voir le chef de l'État qui avait nommé l'autre et qu'il a aussi nommé, c'est à lui qu'il amène les preuves ou bien ce qu'il peut avoir comme grief contre son prédécesseur. Maintenant, ceci étant dit, avant d'aller dans ce domaine-là, vous avez posé une question que j'ai édulcorée à force de vouloir vous expliquer pourquoi je suis désormais Cheikh. Oui, je suis candidat au Dauphinat de Patrice Talon en 2026, mais aujourd'hui, la sourate 3, verset 26, dit que l'autorité appartient à Allah et c'est lui qui la donne à qui il veut et la retranche à qui il veut. Et je suis donc dans la disposition d'esprit en tant que musulman. Je prie Dieu pour que Talon, le président Patrice Talon, puisse avoir faveur aux yeux d'Allah et continuer son mandat au-delà de 2026. Ce n'est pas parce que lui dit ne veut pas continuer que ça voudrait dire que Allah a mis fin. Il ne veut pas, il a réitéré même dernièrement devant les maires. Mais ça, c'est devant les maires. Je suis d'accord avec lui. Mais l'autorité là, ce n'est pas lui qui décide de quand ça commence, quand ça prend fin. D'ailleurs, Akpona, parlons-en. Oui. Ce n'est pas lui, il n'a jamais su qui sera ministre, non?
Il s'est fait, on l'a fait ministre. Est-ce que encore il y a ce matin, il savait qu'il sera débarqué? C'est Dieu qui donne l'autorité et c'est lui qui met terme à cette autorité-là. Ce qui est arrivé à Kona doit servir de leçon à Patrice Talon. Si Dieu n'a pas dit que le mandat de Talon a pris fin en 2026, cela ne prendra pas fin. Mais Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu comprend l'ordre établi. Mais l'ordre établi, dans une république. Oui, mais l'ordre des hommes n'est pas l'ordre de Dieu. Faites très attention. Mais je respecte l'ordre des hommes. Mais je vous dis, moi croyant, que s'il plaît à Allah de décider, de décréter que Patrice Talon continue au-delà de 2026, en violation même de ce que les hommes croient avoir établi, ma foi, moi, oui, je vais respecter cela. Mais ceci étant dit, ce n'est pas à moi de décréter à la fin du mandat d'un président. Et si Allah le décide réellement, moi je demande à Allah. Et à Zanzibar, c'est comme on dit, ne demande plus jamais que Talon te donne le parrainage, qu'il fasse de soi ton destin, ton dauphin. Aucun homme ne donne le pouvoir à l'autre. Demande à Dieu. Donc je demande à Allah de faire de moi le dauphin de Patrice Talon au cas où son mandat viendrait à échéance en 2026. Et je vais demander au peuple béninois de voter pour moi si tel est le cas. En tout cas, ceci étant dit, le ministre Akpona, vous m'avez interviewé il y a 3 jours, j'ai essayé de sauver ce qui peut être sauvé. Parce que c'était difficile de sauver. C'est sauvé, c'était difficile. Vous m'aviez même posé la question, vous dites, mais président, on ne voit pas l'homme qu'on connaît. Je vous ai dit, il faut s'en tenir à l'essentiel, au principe, parce qu'on ne donne pas des coups à quelqu'un qui est déjà tombé. Et cela doit servir de leçon aux autres ministres. Quand vous êtes nommé ministre, vous devez apprendre à communiquer. Il lui a manqué de psychologie dans la communication. Je voudrais parler au fond. Oui. Peut-être que ce qu'il dit est vrai. C'est un auditeur et un contrôleur de gestion. Je ne le vois pas aller étaler ces propos-là s'il n'a pas un brin d'information. Mais alors, même si vous les avez, vous les passez à votre chef, c'est Talon qui l'a nommé. Parce que tout ce qu'il a pu dire, quand vous prenez, je veux rester corvi, oui. Tout ce qui concerne l'eau, l'agent de l'eau c'est à la présidence, c'est pas au ministère. Donc si l'eau n'a pas été donnée là, c'est pas le ministre. C'est à se demander s'il connaissait vraiment son secteur. Et donc pour vous, il y a des choses qu'il ignore dans son portefeuille ministériel. Je vous ai dit, l'agent de l'eau, c'est pas au ministère. Ministère de l'eau, machin, en collaboration, mais l'agence qui décide, c'est la présidence. Alors, ça c'est un. Tous les dossiers que Adambi a pu passer sont passés en conseil des ministres. Il a au Bénin, là, sous Patrice Talon, quand il n'est pas présent, il n'y a pas conseil de ministres. Donc ce qu'il a dit va au-delà de Adambi. Mais il y a un refait. Ça veut dire que s'il y a vraiment siphonnage, ça veut dire que la présidence de la République est mêlée. J'en sais rien, je ne le dirai pas de façon péremptoire, mais je dis seulement ce qu'il a dit, accusait tout le monde. Et même Patrice Talon. Vous l'avez dit. Je vous pose la question. Ah moi, j'en sais rien. Ah, vous êtes mon invité, je vous fais des questions. Au vieux Domoufi, vous l'avez dit. Mais, c'est malheureux parce que, à imaginer même que cela ait été vrai, ce n'est pas en ces termes-là qu'on parle de son prédécesseur. Surtout que ce n'est pas lui qui va le juger. C'est la beffe, c'est la criette. C'est-à-dire, la présomption d'innocence existe. Mais je crois que la réaction du ministre Akpona, pour qui j'ai un profond respect, a été la réaction, pas du ministre, mais d'un contrôleur de gestion, d'un auditeur. Est-ce qu'il n'a pas été victime en réalité du ministre conseiller Rachid Gbadamassi? Non. Ah ben, vous n'oubliez pas qu'il y a justement une guerre politique entre Samoa Dambi et puis Rachid Gbadamassi. Oh, il n'y a pas une guerre politique. Il y a peut-être d'inimitié ces temps-ci, mais il n'y a pas de guerre politique possible entre les deux. Ils sont trop imbriqués pour qu'il puisse y avoir de guerre. Parce que, à imaginer réellement que Samoa Dambi, on ait des choses à lui reprocher là. Gbadamassi ne pourra pas s'en sortir. Je ne dirai pas plus que ça. Donc, Gbadamassi ne peut pas être celui qui a commandité une telle erreur. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, j'avais dit un manquement il y a 2 jours, mais ça devient une erreur puisque cela a eu de conséquences. D'ailleurs, j'étais sur une télévision
où une dame, Latifat, je ne vais pas donner son nom de famille, me dit, mais quelle sera la conséquence? Je lui ai dit, ben, je n'ai pas à répondre à cela. Eh bien, madame... la conséquence est là maintenant. Madame Latifat, la conséquence est là, le ministre a été limogé, hélas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences quand on sait que... on parlait de l'eau, on parle également de l'énergie. Vous savez que le MCA nous a donc soutenu à travers près de 375 millions d'euros. Est-ce que les partenaires extérieurs ne pourraient pas voir que l'argent de l'énergie a été mal géré? Parce qu'il a déclaré des choses. Ben, c'est même ça, ce qui est grave. Ça va au-delà de lutte partisane et à Parakou, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et les conséquences, c'est comme les conséquences de l'eau. Hein. Et il va me pardonner, mon frère et ami, et le ministre Kassa. Jusqu'à aujourd'hui, en principe, c'est le vice-président du Parlement à sa place dans une commission à l'international. Mais Kassa est rejeté pour les histoires de PPA 2 ou bien PPA, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Mais cette présomption-là sur lui a fait qu'on refuse qu'il siège. Et donc, au fait... Est-ce qu'en réalité, il a refusé à cause de ça? C'est à cause de ça. Je suis péremptoire. Vous avez les preuves pour ça? Je suis péremptoire. Et je vous parle encore au vie. Très bien. Sur chacun d'eux là, j'ai une fiche. Moi, Kovi, j'ai une fiche sur chacun d'eux. Cette fiche, vous allez... J'ai dit, moi, Kovi, j'ai une fiche sur chacun. Et je peux dire ce que je reproche à chacun. Mais il y a des choses, je vous ai dit que le chant qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la cour de la belle-mère. Donc il y a des choses qu'on ne dira pas. Venons-en maintenant à Akpona. Est-ce que les conséquences propres pour Paulin Akpona également, est-ce qu'en réalité, même à l'avenir, est-ce qu'on pourra lui faire confiance pour un certain nombre de choses quand on sait que du jour au lendemain, ça peut se retrouver dans l'espace public? Oh, j'en sais rien. Ce que je sais, je vous parlerai plutôt de la sourate 2, verset 286. Il ne nous arrive pas d'épreuve qui nous dépasse. Si Dieu l'a mis devant cette épreuve-là, c'est parce qu'il peut surmonter cela. Et je prends ça pour une épreuve de vie. Parce que de ministre à ancien ministre, parce qu'il croyait bien faire, il croyait soutenir son parti politique, ben c'est bien malheureux ce qui lui arrive. Mais bon, c'est dommage, cela va passer. Très bien. Et il y a tout de même un intérim. On sait que quand il s'agissait du ministre Chabi, qui malheureusement nous a été arraché, il y a eu justement son remplacement. Véronique Toye-Fodé assure donc la charge de ministre en charge des enseignements secondaires. Pour le ministère de l'Énergie, on a le ministre José Didier Tonato. Il n'y a plus personne qui puisse occuper ces fonctions au Bénin? Bon, une telle question doit être posée au président Patrice Talon. Mais je dois quand même avouer que ça amène de malaise parmi ceux qui soutiennent le président. Pourquoi? Ben oui, vous pouvez poser la question. Y a-t-il personne de qualifié pour pouvoir remplacer le ministre Chabi mort par accident? Ben, c'est le président qui a élu, c'est lui qui décide de comment il veut gérer son gouvernement. Et la même chose pour le ministère de l'Énergie aujourd'hui? Ben, nous prenons acte. Life goes on, la vie continue. Tout simplement. Ah ben, vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que c'est parce qu'on est en fin de mandat, il ne faut pas nommer quelqu'un d'autre alors qu'on est à quelques mois? C'est même plutôt maintenant qu'il faut nommer quelqu'un. Parce qu'il faut récompenser. Ils sont nombreux tapis dans la mouvance qui sont déçus et à raison. Ben, ils ne sont pas venus accompagner les automarchés. On fait la politique pour ses intérêts. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. Bon, moi, heureusement, je sais travailler à l'étranger. Et bon, je ne me prends pas la tête pour ministre. Moi, je veux être président, Inch'Allah. Et j'ai toujours demandé à Allah, fais-moi président. Le ministre, on l'enlève quand on veut. Mais de toute façon, vous ne serez pas mécontent si on vous nommait ministre de l'Énergie. Enfin, je suis l'un des rares qualifiés et très qualifiés pour l'énergie et eau aujourd'hui. L'économie fondamentale me qualifie pour cela. Ça me qualifie pour être ministre de l'Agriculture. Ça me qualifie pour être ministre de beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est une connaissance transversale. Mais je vous ai dit... Et pourquoi vous ne l'êtes pas? C'est le président Talon qui décide de qui il nomme. Et moi, je n'ai pas demandé. Peut-être que vous avez dit qu'on a déjà nommé qui déjà même pour Akpona qui s'en va. On parle de José Didier Tonato. Le communiqué est sorti. Il est déjà ministre des grands travaux. Il ne pourra pas, qui trop embrasse mal les trains. On a dit intérimaire, non? Ou bien ministre confirmé?
Je veux savoir. Parce que vous rêvez toujours. Moi, je ne rêve pas. Hein. Si c'est ministre intérimaire, je prendrai peut-être mes clics et claques. Et je vais voir qui de droit pour dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas mettre... Ce monsieur est déjà trop occupé. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Et si... il n'est pas exclu que j'aille voir le président pour dire, je veux le poste. Et ce sera justice. Je le mérite bien. Très bien. Mais Akpona, bon, qui défend... En fait, la politique demande de la récompense à des moments donnés. Il n'y a pas les autres qui accompagnent les autres pour danser, les autres qui jouent au tam-tam. Hein. Mais bon, on n'est pas à ce niveau, on n'est pas là, le président n'est même pas présent. Et attendons qu'il rentre et qu'on se dise, président, tel poste est libre. Et ben, nous voulons que tu... D'abord, mon problème déjà, est que Tonato n'est pas BR. Et comment il s'appelle? Et Akpona était ministre BR. Il faut qu'on nous remplace, le ministre BR qui sort, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il faut qu'il soit un membre du BR. Ah ben, quand vous vous tirez entre vous, quand il y a donc peut-être une inimitié entre vous, autant mettre quelqu'un qui est... C'est pas grave, oui, mais il n'est pas neutre. Il est de UPR. Il ne peut pas être neutre. Si le président a des ministres neutres, c'est grave. Parce que ce sont les deux partis qui le soutiennent. Ah ben, choisissons alors quelqu'un d'ailleurs, donc d'une autre formation politique. Ok, dans ces conditions, quand il y aura des difficultés, que ceux-là aillent défendre le président et défendre le gouvernement. Ah, parce que vous n'êtes pas content que ce soit l'UPR qui... Ah, si c'est UPR là, moi je ne serai pas content. Je vous parle sincèrement. Et ce n'est pas une rébellion contre le président, mais je défends mon parti. On ne va pas tout donner à l'UPR. Encore UPR, est-ce que c'est UPR même? UPR le récalé, ok, quand même. Très bien. On finit hein, avec ce chapitre. Donc vous êtes sûr que c'est Tonato? Puisque... non, attendez, vous avez le... Vous avez Bertin Korovi, vous avez le communiqué avec nous. Hein. Ah bon, ok. Et donc, c'est pour cela... Ah, il faut que, il faut que le bureau du BM explique ce qui se passe, que le ministre Abdoulaye Biotchani m'explique ce qui se passe. Nous sommes un parti. Le président Talon est du BR. Ah bon, le président Talon est du BR? Ben oui, mais il a été candidat. C'est même... Il a pris la mouvance. Non, candidat du BR, on ne peut pas être candidat sans appartenir à un parti politique. Il a pris la carte du BR. Je peux vous trouver... Patrice Talon? Ben bien sûr, en 2021. Et l'UPR alors? Ben, l'UPR est venu nous soutenir pour le soutenir. Et le siège de campagne, c'est le BR. Vous dites quelque chose que vous ne saviez pas? C'est grave. Ah ben je vous le dis. Patrice Talon est membre du BR. Il n'est pas membre de l'UPR. Il est membre du BR. Il ne peut pas être membre de deux partis. Vous convenez avec moi? Tout à fait. Très bien. Abdoulaye Biotchani a été son directeur de campagne. Président SG. Pourquoi au BR, il y a toujours SG, non? Il y a toujours de secrétaire général. Et à l'UP, il y avait un président. Parce que nous, on a un président d'honneur, Patrice Talon, qui est membre de notre parti. Qui, bon, intelligemment, hein, moi je vais casser les papes aujourd'hui, intelligemment, peut-être de peur que ABT ne soit candidat, Patrice Talon a vite fait d'aller s'inscrire au BR, a été candidat du BR, empêchant un autre candidat qui aurait pu être ABT. Et ABT qui ne voulait pas non plus désobéir à son patron, l'a soutenu, a essayé son directeur de campagne, et tout et tout. Nous sommes sur Matin Libre, non? Est-ce que ce n'est pas un secret que vous livrez? Je livre un secret, oui, parce qu'il y a plus de secret aujourd'hui. Quand l'intérêt de mon parti est en jeu, Talon appartient au bloc républicain et il faut que le ministre qui remplace un ministre BR qui soit là, soit du bloc républicain. Et donc, c'est une preuve que vous avez qu'il est membre du BR. C'est une preuve, c'est-à-dire, c'est mathématique qu'il est membre du BR. Ça ne souffre d'aucune contestation. Très bien. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous venez de savoir, vous posiez peut-être des questions sur justement l'appartenance de Patrice Talon à un parti politique. Il a été dit aujourd'hui par Dr Bertin Korovi que Patrice Talon est membre du parti Bloc Et Talata est membre de UP. Vous le savez ça là au moins? Tout à fait. Très bien. Ce sont deux partis qui soutiennent le président. Vous ne voyez pas si Talata s'affiche tout le temps UPR. Le président devrait être d'où? Ah ben, ce n'est pas à moi de répondre à vos questions. Ah ben, je vous dis, voilà. Moi je suis un homme qui dit la vérité. Disons la vérité et mourons au besoin. Et donc pour vous... Patrice Talon, de façon péremptoire, vous prenez vos écriteaux, prenez un papier, écrivez. Le président Patrice Talon, non, le citoyen Patrice Talon est militant du bloc républicain. Et c'est à ce titre qu'il a été candidat en 2021. Très bien. Voilà.
Et c'est dit et c'est entendu désormais. On va parler maintenant de Zanzibar, puisque vous avez passé une semaine en dehors du Bénin. Vous étiez à Zanzibar, pourquoi en réalité, fondamentalement? Bon, vous savez que moi, j'ai décidé de consacrer ma vie à travailler à l'économie fondamentale de l'Afrique, au-delà du Bénin. Et donc, bientôt, vous allez me voir aussi en Ouganda. J'ai pris contact déjà avec le président Museveni et j'ai écrit des projets structurants pour le développement de ces pays-là. Je fais des propositions. Bon, il y en a qui trouvent que c'est logique, c'est censé. Il y en a qui trouvent que c'est farfelu, qui ne m'invitent pas. Donc, Zanzibar m'a invité à cet effet-là. Je leur ai dit, vous êtes une île qui contrôle 233 000 km² de mer riche en poissons, mais vous importez du poisson de l'Afrique du Sud, du Brésil. Vous trouvez ça normal? Une île qui reçoit 2 500 000 visiteurs par an, et quand on leur sert du poisson, c'est du poisson importé. On fait croire à ceux qui sont venus que c'est du poisson local, puis c'est sur une île. Donc je leur ai dit, écoutez, vous devez faire des projets de port de pêche, avec usine, avec tout ce qu'il faut comme l'industrie de pêche, au fait. Ce qu'ils ont accepté. Je devais avoir un petit projet de 25 millions de dollars, c'est-à-dire 15 milliards de francs CFA. Et on a convenu qu'au-delà des 15 milliards qu'eux-mêmes sortent pour le petit projet, que je trouve des partenaires qui financent à hauteur de 60 milliards la construction d'un second port de pêche toujours qui peuvent recevoir les gros bateaux. Le premier projet, c'est pour les petites pirogues. Le second, c'est pour les gros bateaux. Et industriels qui viendront faire la pêche chez eux et transformer le poisson sur place. Et donc, on a convenu que je puisse amener des Ghanéens, des Togolais, des Béninois et des Sud-Coréens qui vont livrer les petites pirogues de pêche pour faire la pêche là-bas, la pêche artisanale. J'ai pensé aussi amener ceux qui fabriquent les pirogues. Et vous faites tout ça en dehors du Bénin? Oui, parce qu'il n'y a pas du poisson au Bénin, donc il n'y a pas de jalousie à ce niveau-là. Les Béninois iront pêcher déjà là-bas. La ressource est ailleurs, le savoir-faire est ici, donc les deux pays vont travailler. Attention, c'est le président Patrice Talon qui va signer un accord avec eux. C'est État à État. Moi, je ne signe aucun accord. Par contre, moi, je construis à travers mes partenaires le port de pêche artisanal et le port de pêche industriel. Le premier sur le propre financement, le second sur du financement que mes partenaires doivent retrouver. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse. Je voudrais savoir, lancer un appel. Vous parlez du poisson, du port de pêche. Le Bénin en a besoin. Le Bénin le poisson, un port de pêche. Oui, mais on n'a pas du poisson dans nos eaux. Il faudrait que on n'en a pas du tout. Non, on en a un peu, mais pas grande chose. Le changement climatique, non, le changement climatique. On pourrait moderniser, on pourrait faire quelque chose. Mais non, ce n'est pas, vous ne modernisez pas, ce n'est pas le port qui amène le poisson. Ce sont vos eaux. Nos eaux n'ont pas de structure pour sédentariser le poisson. Le poisson qu'on trouve ici sont des bancs qui sont en train de traverser. Parce que notre eau ici, vous pouvez poser la question, c'est du sable fin qu'on a dans notre eau. Les zones où on a du poisson, ce sont des terres, des eaux boueuses. C'est dans la boue que le poisson trouve à manger. Il y a des récifs qui gardent le poisson, on n'en a pas ici. Quand vous entrez dans la mer du Bénin, posez la question à ceux qui le savent, vous pouvez marcher, et vous n'aurez pas d'obstacle devant vous. Oui. Donc, nous avons une côte qui n'a pas de structure qui permet de sédentariser le poisson. Par contre, quand les poissons quittent le nord pour aller vers l'Afrique du Sud, ça passe par ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des baleines qui passent et chacun va voir. Et ces baleines-là sont en voyage. On a aussi la sardine qui passe aussi en bas, mais on n'a pas de poisson sédentarisé. Donc, au Bénin, la pêche, c'est souvent sur 3 mois. Il y a une période où on a une pêche fructueuse, parce que le poisson est en train de migrer, donc les Béninois peuvent les attraper. Passer cette période-là, mais il n'y a pas de poisson. Vous aviez parlé de Dogobis, où il pourrait y avoir un projet de pisciculture. Oui, mais alors ça, c'est du poisson en pisciculture. Alors maintenant, pour finir avec Zanzibar, donc, moi, je vais lancer un appel. S'il y a des Béninois qui se sentent qualifiés, capables de gérer un port de pêche, parce que nous, oui, moi, je suis chargé de gérer ce port de pêche-là. Enfin, c'est 2 ports de pêche. Je n'ai pas le temps d'aller gérer un port de pêche. Je veux être président au Bénin, Inch'Allah, pour faire justement ce que nous faisons à Zanzibar, pour pouvoir faire les mêmes choses ici, mais d'autres projets. Donc, au-delà de cela, nous avons aussi signé, maintenant, cette fois-ci, en Tanzanie,
enfin à Tanganyika, puisque la Tanzanie c'est deux, c'est Tanganyika et Zanzibar. L'île et la terre ferme. Sur la terre ferme, Tanganyika, nous avons signé avec l'équivalent de Glodjigbe. Nous avons signé la possibilité d'un contrat de rachat d'électricité sur 25 ans, 240 mégawatts de solaire et que nous allons faire construire. Et ils nous achètent notre production sur 25 ans. Je vais aussi travailler avec mes partenaires turco-qataris pour qu'ils construisent et qu'ils vendent. Et bon, ça c'est déjà obtenu. Il y a aussi que nous allons construire 5000 logements pour les ouvriers. Ils font mieux que Glodjigbe. Cette fois-ci, là-bas, on prévoit là où les gens vont dormir. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas encore. Est-ce que vous avez proposé cela? C'est pas moi de vous êtes proche de la mouvance présidentielle? Ben, ça n'a rien à voir avec la mouvance présidentielle. C'est une affaire privée, donc ce n'est pas la mouvance. Ah, vous êtes proche du président de la Oui, mais ce n'est pas le président. Le président n'a rien à y voir. Ce sont les industriels au Bénin qui doivent mettre ça dans leur élément de coût. Il faut faire très attention. Nombreux croient que Glodjigbe appartient à Talon ou bien au gouvernement. Non. Le gouvernement, puis c'est sur son territoire. Ça appartient au Bénin. Ça n'appartient pas au Bénin. Ah bon? Non, non. C'est une clarification conceptuelle. Alors très bien, ça n'appartient pas au Bénin. Le Bénin a signé un accord avec Arise qui a développé une capacité industrielle chez nous. Nous avons d'actionnariat, puis c'est sur notre territoire. Oui. Certainement, le Bénin peut avoir, souvent c'est 35 à 40% que le pays hôte a dans l'actionnariat. Et 60% revient à ceux qui ont construit le centre. C'est un modèle qui existe. Le Bénin n'a rien inventé. Très bien. Un modèle que je connais, sur lequel j'ai travaillé. Donc là-bas, à l'équivalent de Glodjigbe, à justement appréhender la chose aux Béninois, parce que justement, nous avons cette fierté de dire, oui, Glodjigbe, c'est... Non, mais c'est bien une fierté, oui, mais qu'on ait même 10% dedans, qu'on ait même 0%, mais que ce soit sur notre territoire, c'est une fierté. Ah ben si nous n'avons pas d'entrée de devises... Mais qui vous dit qu'on n'a pas d'entrée de devises? Puis c'est chez nous que ça fait. Alors, je vais vous donner un exemple sur la Chine. Tout le monde crie la Chine, la Chine, la Chine. Première usine du monde. Mais qui sont ceux qui ont installé les usines en Chine? Ce sont les Américains, ce sont les Japonais, ce sont les Français. Et on produit en Chine, ça entre dans le PIB de qui vous croyez? De la Chine. Mais en réalité, individuellement, les bénéficiaires des fruits sont des étrangers. C'est la Chine qui a construit la capacité industrielle des États-Unis. C'est la même chose qu'on fait ici. Mais ce que nous gagnons, oui, c'est que nous avons de la matière première qu'on transforme, on a les nôtres qui travaillent, qui apprennent à travailler, ça nous permet de développer notre agriculture, etc. C'est pour ça. Moi, président, je vous ai dit que je vais aménager, viabiliser au moins 3 millions de terres agricoles et qu'on va mettre à disposition des paysans. Pendant qu'ils produisent, ils remboursent l'investissement qui est fait pour aménager la terre à travers une ponction qu'on fait de sa production. Très bien. Parlons de Glodjigbe, puisque vous évoquez justement cette expérience qui sera faite ailleurs, où les ouvriers auront quand même des locaux. Quelles sont les faiblesses de notre zone industrielle d'ici la GDIZ? Bon, j'en sais rien. Les améliorations à faire. Les améliorations à faire, c'est qu'il faudrait une meilleure communication déjà. Glodjigbe souffre d'un déficit de communication au point où nos parents, il a fallu que la dynamique Talon continue, qui est une initiative, fasse venir nos parents du Nord et d'ailleurs pour venir voir les installations afin de les amener à avoir l'amour de livrer la matière première chez eux au lieu de les amener ailleurs. C'est le gouvernement qui a échoué dans sa communication. Mais en réalité, le gouvernement ne pouvait que échouer. Puisque ça n'appartenait pas au gouvernement, il n'était pas fondé de communiquer. Mais le gouvernement pouvait demander à la GDIZ de mettre de l'argent à disposition pour communiquer. Moi, je suis là à les aider. Il peut mettre un peu d'argent à notre disposition pour qu'on en parle. Mais tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est sur fonds propres. Et les locaux que les ouvriers, parce qu'on a plusieurs jeunes qui ont été recrutés, par exemple, qui peut-être n'ont pas de locaux. Mais ça, ce n'est pas faux. Par contre, je crois que GDIZ a aussi pour ambition de construire des logements sociaux, enfin des logements, pas sociaux forcément, sociaux, ça dans des logements pour abriter ces ouvriers, ça viendra à la longue. Mais le potentiel de la Tanzanie, faites attention, hein, c'est le 5e pays le plus peuplé d'Afrique, 66 millions de population, avec un PIB qui fait plus de 4 fois celui du Bénin. Vous convenez avec moi que, bon, il est normal qu'il y ait plus de capacité, etc. Bon, non, je voulais lancer un appel. S'il y a des Béninois qui est en mesure de gérer un port de pêche,
ben, je veux bien qu'ils me proposent à leur CV. Attention, les ports ne seront pas terminés avant 2 ans, 3 ans. Mais ce me ferait mal que ce soit des étrangers qu'on amène pour aller gérer de telles infrastructures. Mais attention, si vous allez là-bas avec la béninoiserie, là, l'économie fondamentale que vous défendez et que vous prônez aussi, vous êtes d'ailleurs le chantre de l'économie fondamentale. Est-ce que c'est ça qui est justement exécuté ailleurs, alors que votre pays voilà, n'est pas peut-être favorable à ça? Vous n'en savez rien. Comment vous pouvez dire que mon pays n'est pas favorable à cela? Puisque vous proposez des choses depuis bien d'années, il n'y a pas encore justement cette mise à exécution. Mais il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour proposer, il y a un temps pour réaliser. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ceci étant dit, peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé la formule qu'il fallait, qui ne m'exprime pas comme on peut me comprendre. Mais le Bénin a décidé de prendre quand même, de mettre quand même des prérequis sur place avant qu'on ne puisse faire de l'économie fondamentale. Vous ne pouvez pas construire une maison sur 3 étages si vous n'avez pas une fondation assez solide. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a mis les fondations sur place. On a les routes, on a des hôpitaux, on a de l'énergie qu'on essaye de mettre. À partir de là, à partir de l'existant, on peut réellement ajouter l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et en économie fondamentale, on ne calcule pas, le taux de croissance n'est pas l'élément essentiel. C'est l'indice de bonheur individuel. Sur chaque projet, on se dit quel impact ça a sur la vie des populations. Il ne suffit pas de dire on a construit, si vous construisez d'autoroutes qui passent dans un village où il y a de lampadaires qui passent sur l'autoroute, mais il n'y a pas d'électricité dans les villages. Ça ne sert à rien. Et donc, c'est en contradiction avec l'économie classique que nous avons alors? Ce n'est pas en contradiction. Au fait, ça vient corriger l'état de l'économie classique. Dans l'économie classique, on ne produit pas dans le but de satisfaire un besoin. On produit pour gagner de l'argent. C'est d'ailleurs ce qui fait, je vous donne l'exemple de la Corée du Nord, qui croule sous le poids des armes. Et quand vous prenez leur PIB, à cause des armes qu'on produit, c'est élevé. Mais ils menacent les autres de leur faire la guerre si on ne leur donne pas à manger. Ça n'a pas de sens. Mais parfois, et très souvent au Bénin, nous disons avec fierté que nous avons un taux de croissance de 6%, de tel autre. Même après la Covid-19, on a montré quand même justement à renfort médiatique combien de fois nous avons un taux de croissance importante. Oui, alors quand vous prenez l'économie classique comme vous dites, oui, ben, le Bénin fait bien. Mais je vous ai dit, moi, président, je vais changer le paradigme économique dans lequel nous sommes. Parce que quoique la plupart des pays africains souffrent de cela, vous avez l'FMI, Banque mondiale, viennent dire que vous avez un taux de 6%, 7%, même 8%. Et il y en a qui mangent dans la poubelle. Vous prenez les États-Unis, la première économie du monde, mais elle n'est pas plus heureuse que les Béninois. Il y en a qui mangent, qui se couchent sans manger. Pourtant, regardez le taux de croissance des États-Unis. Regardez la compétition de cette économie-là. Ce n'est pas ça l'économie pour moi. L'économie doit se préoccuper du bien-être des populations. Donc, nous sommes dans un type de paradigme économique où le Bénin compétit avec les autres et a une bonne performance. Je vous le concède. Mais ce n'est pas ce que je ferais si j'étais président. Je vais améliorer, je vais prendre un autre paradigme. Et je demande au président Patrice Talon, Inch'Allah, je souhaite sincèrement du plus profond de mon âme que Allah lui accorde de continuer encore à la tête du Bénin au-delà de 2026. Mais nous allons construire ensemble l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et je veux être son ministre de la planification économique, budget, finances, coopération, pour un Bénin où il fait bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils décident de travailler. Très bien. Et il veut partir tout de même. Et il a réitéré. C'est lui qui dit, on n'a pas encore entendu. Allah vous a dit qu'il part. Si Allah dit qu'il part, alhamdulillah. Si Allah dit qu'il reste, alhamdulillah. Très bien. Et déjà, l'économie fondamentale, qu'est-ce que cela peut apporter concrètement, par exemple, à la jeunesse béninoise? Ça va changer leurs conditions de vie. Je vais vous dire. Définissons d'abord, c'est quoi l'économie fondamentale? L'économie fondamentale est une science sociale, une main invisible, dont la fonction est de prendre les ressources qui existent dans un environnement pour satisfaire les besoins de ceux qui y vivent. Il se trouve souvent
Et trop souvent d'ailleurs, que les ressources qui existent ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins. Donc l'économie fondamentale initie la production pour créer des ressources additionnelles. Ce qui fait que, en économie fondamentale, si dans une terre, on a de l'or ou bien du diamant, on fera le choix entre est-ce qu'on en fait de l'agriculture ou bien on sort l'or et les gens meurent de faim. On doit voir est-ce que produire de l'or va permettre d'avoir assez d'activité pour que tout le monde puisse manger. L'économie fondamentale va privilégier l'activité qui va permettre de satisfaire les besoins primaires, les besoins immédiats de chacun. Et l'économie fondamentale rejoint l'économie classique, qui du reste est née de l'économie fondamentale, c'est une déviation. Sinon, il n'y a que d'économie fondamentale. L'autre économie que vous avez aujourd'hui, en réalité, c'est de la finance. On se préoccupe plus de gagner de l'argent que du bonheur des autres. On fabrique des choses qui vont tuer le monde sans se préoccuper de faire le bonheur des gens. On veut faire des bénéfices, même si, regardez, aujourd'hui, l'économie classique. On produit, et même en Europe, les magasins jettent le surplus de leur production, alors qu'ils ont leurs voisins à qui on peut laisser manger ça. Ce n'est pas une économie, c'est de la finance. Il y a des États qui mettent en œuvre déjà l'économie fondamentale. Mais la plupart des États qui veulent se développer, oui. Je vous donne Donald Trump. Avec les dispositions que Donald Trump prend aujourd'hui, il veut reconstruire les fondamentaux du développement des États-Unis. Les États-Unis étaient devenus un casino où on ne produit rien, mais on gagne de l'argent sur le yo-yo que la bourse fait. Les États-Unis sont allés installer toutes les usines en Chine et ne produisent rien chez eux. Désormais, Trump dit, je vais mettre la douane dessus pour que vous soyez pénalisés. Ainsi, beaucoup sont en train de ramener leurs usines aux États-Unis, s'installer sur leur territoire, produire chez eux. Ce sont les fondamentaux du développement. Donc, tous les pays qui veulent se développer sont passés par là. L'aménagement viable des terres agricoles, je n'invente rien. Bon, vous avez entendu souvent une expression que Yaïboni aimait bien. La route du développement passe par le développement par la route. De la route, non. Oui. Mais c'est parce que le long des routes, on aménageait les terres à partir de 500 mètres du bord de la route à 1 km, on aménage toutes les terres pour en faire des terres agricoles. Et ce sont les productions qui sont faites le long de la route, qui sortent par la route, qui permettent de générer les ressources pour rembourser nos routes ici en Afrique. Prenez la route, nos autoroutes qu'on fait. Est-ce qu'on aménage les terres? Non. Conséquence, on fait une route et ce sont d'autres ressources qui vont payer la route qu'on a faite. Et donc c'est un problème. C'est un problème structurel, hélas. Voilà. Et quelle est la place de la diplomatie dans l'économie fondamentale? Mais la diplomatie est pour tout, parce qu'en fait, il faudrait, j'ai entendu le président Patrice Talon, que les Béninois souffrent, que Yahweh vous le dira, et Adrien Ngoué vous le dira, depuis 2005, mais avant moi, il y a eu le président Akpiti, qui avait déjà vu le potentiel du Nigeria. Tovo Edre a repris la même chose, mais moi j'ai un plan structuré pour l'intégration du Bénin au Nigeria. J'ai toujours dit depuis 2005 que le Bénin est le 37e État du Nigeria sur le plan économique. Yahweh janvier, il est là, il sait ce que j'ai organisé, Yaïboni est là aussi. J'ai même voulu faire un forum économique Bénin-Nigeria pour cette intégration-là. Bon, Yahweh et Yaïboni l'ont dévoyé. En ont fait un forum politique. Bon, bref, j'ai été associé, mais je me suis retiré à un niveau donné. Le président a repris les mêmes termes au Nigeria et j'ai entendu qu'il a dit qu'avec Tinubu, ils ont décidé d'intégrer réellement nos économies. Tout à fait. Mais le discours ne suffit pas. Ça s'est passé par une signature de coopération. Oui, mais ça ne suffit pas. Un renforcement de coopération bilatérale. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oh, ça ne suffit pas, ça ne produira rien. Mais comme il connaît talent pragmatique, je voudrais échanger avec lui pour lui dire qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire alors, puisque vous êtes avec nous? Mais il faut par exemple que le Bénin ait un ministère, ou bien un secrétaire d'État, ou bien quelqu'un dont le rôle est rien que de s'occuper de qu'est-ce qui se passe au Nigeria, quels sont les projets économiques. Il faut qu'on travaille pour être l'appendice du programme économique du Nigeria. Quels sont les domaines où le Nigeria ne peut pas se satisfaire ses besoins, où nous on peut produire? Je vais vous donner un exemple. Tout ce que vous produisez au Bénin... Un ambassadeur ne suffit pas. Oh, quel ambassadeur, il faut qu'il comprenne. Un diplomate, ça ne suffit pas. Il faut un économiste. Ou prenez nos mamans de Topa. Elles parfois comprennent même mieux l'économie que ceux qui ont fait Calavi. Vous parlez sincèrement. Les populations sont déjà dans la coopération dont parle le président.
Ce sont les États qui ne l'ont jamais appliqué. Sinon, les tests dont on parle là, il y a la douane béninoise et la douane nigériane qui ont signé des accords avec Obasanjo, avec Kérékou, avec Yaïboni. Les tests pour faire ce que tu présentes là existent, mais ce n'est pas les tests. Il faut aller maintenant à l'action. Il faut par exemple que le Bénin produise, c'est-à-dire aménage, viabilise ses terres agricoles, produise pour satisfaire les besoins des Béninois et le surplus aille au Nigeria. Il faut faire de telle sorte que nos enfants parlent anglais dès le bas âge. Je sais que le programme est déjà lancé, mais ça ne doit pas être un effet de mode. Le procès Tovo et Kérékou ont lancé le français au Nigeria. Oui, mais il faut que les Nigériens s'en saisissent réellement. Il faut qu'on comprenne que nous sommes un même peuple. Que l'action se fasse réellement, que les discours. Et j'ai passé tout mon temps. Le président Babangida au Nigeria est un parrain pour ça. Chef Gabriel Osawaru Igbinedion, un parrain pour ça. Dangote Group, un parrain pour ça que j'ai vu en 2007 à cet effet. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai fait. C'est pour ça que je vous donne la référence. Janvier Yaouedou, il est vivant. Le ministre Moudjaïrou Soumanou, il est vivant. Chacun sait ce que j'ai fait pour ce pays dans cette intégration-là. Donc le président a lancé un mouvement et je souhaite qu'il reste président pour que nous puissions mettre ça en exercice, en exergue. Et je veux qu'il soit président pour encore 2026. Et je lui dis, je veux être son ministre de la planification économique, budget, finance et développement. Comment ça s'appelle? De l'économie fondamentale, des fondamentaux de développement. Quelque part, vous souhaitez toujours être ministre. Non, pas même aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne vais pas parler aujourd'hui, je parle de 2026. Avec 2026, oui, si je ne suis pas président, il faut qu'il soit à la tête de la planification économique, budget, finance et son gouvernement. Si tant est que Dieu dit qu'il reste, que ce soit un gouvernement de 16 membres, pas plus que ça. Et qu'on ait au moins 6 femmes. Et donc 10 hommes. 10 hommes, sinon on peut avoir la parité. Voilà. Docteur Bertin Corvi, puisque nous parlons de diplomatie, vous savez, le président Patrice Talon, il était en Côte d'Ivoire pour le renforcement de la coopération bilatérale. Voilà. Également, le renforcement un peu donc, des échanges entre les ports, donc port du Bénin et puis port de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il est au Brésil, tout ça. Mais on est en fin de mandat. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça voudrait vous montrer que le président, sans s'en rendre compte, pose des actes de continuité de pouvoir. Peut-être que Dieu, mon vieux de Zanzibar, ne s'est peut-être pas autant trompé que cela. Ceci étant dit, les Brésiliens, une bonne partie vient du Bénin. Donc nous avons le devoir de consolider nos relations. Maintenant, à la Côte d'Ivoire, le président allait voir son ami Alassane Ouattara. Je ne vais pas commenter cela. Et pourquoi? Coopération, on a dit la coopération. C'est avec le Brésil que je veux commenter. La coopération avec le Brésil, c'est une très bonne chose. Ce qui m'intéresse avant le Brésil, c'est bien la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas commenter? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème, mais le président allait voir son ami Ouattara. Pour lui dire qu'il part? J'espère que Ouattara va l'en dissuader. Ce serait la catastrophe s'il partait comme ça. Là. Mais bon, s'il partait, Allah, je vais prier. Mais je vous dis, moi j'ai ajouté le Zanzibar à mon groupe de prière. Très bien. J'ai mes gars de Zender au Niger qui prient pour moi. J'en ai au Bénin qui prient. J'en ai en Égypte qui prient. Et j'ai ajouté Zanzibar. Très bien. En tout cas, c'est une parenthèse que nous faisons, Dr Bertin Corvi. Nous avons certainement beaucoup de choses à gagner avec la Côte d'Ivoire aussi dans nos échanges. Mais la Côte d'Ivoire fait 40% de l'UEMOA. Quand vous prenez 100% des réserves en devises, c'est la Côte d'Ivoire qui a 40%. Donc, sa position importe beaucoup quand vous êtes dans la levée de fonds à l'étranger. Je suis certain que le président allait aussi échanger avec la Côte d'Ivoire à ce propos. Mais la Côte d'Ivoire aussi a dépassé son quota. Chacun a droit à 70% d'endettement par rapport à son PIB. La Côte d'Ivoire a dépassé 70%. Donc si nous, on ne s'endette pas pour faire nos infrastructures, en réalité, nous payons la dette de la Côte d'Ivoire sans s'en rendre compte. Vous comprenez? Donc le président peut aussi aller dire à Ouattara, Joe, ne finis pas tout l'argent de nous tous. Ça peut être aussi ça. Donc, je crois qu'il allait parler. Bon, on est dans les spéculations tout de même. Voilà. Maintenant, du Brésil. Oui. Le Brésil. En fin de mandat, et on va au Brésil. Oui. Moi, je vous ai dit que ma prière, c'est que ce ne soit pas fin de mandat. Et je vous ai dit, quelqu'un à Zanzibar m'a dit, un aveugle d'un certain âge, on lit le Coran, on finit, moi j'ai fait mon nia, il ne sait pas ce que j'ai dit.
C'est même ça ce qui m'a paru bizarre. Et ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'ai donné comme intention. Et il prend parole, il dit, il veut me donner des conseils, et on le fait venir. Et ce monsieur qui est extra-lucide me dit, mais écoutez, jeune homme, ne demandez plus à ce qu'on prie pour que Ablaye Biachane prononce ça même très mal, et Talon te donne le parrainage. Prions pour que Allah te donne le parrainage. Il a précisé le nom? Non, il a mal prononcé, puisque moi j'ai lu, on a lu le nom. Dans les ayats qu'on lisait là, moi j'étais là, quand on arrive là, on va arriver là. Je lis le nom. Quand on arrive, il dit Patrice Athanas Guillaume Talon. Ablaye Biachane. Vous avez cette subtilité à faire cette parenthèse, à ouvrir une parenthèse pour pouvoir parler d'autre chose. Ben non, attendez. Donc, je disais ça. Donc, il a fini. Je priais pour que Dieu touche leur cœur. Il trouve que je suis l'idéal pour eux, pour la continuité. Et c'est là où on lui dit, à la fin de la prière, il dit, écoute mon garçon, prie et demande à Allah de permettre à celui qui est là de continuer. Mais maintenant, si Allah a mis fin réellement à son pouvoir, qu'il te donne le parrainage, enfin, le dauphinat. Mais ne demande pas à des hommes de faire de toi un roi ou bien un président. Cela ne se passe pas comme ça. C'est Dieu qui fait roi, c'est Dieu qui fait esclave. Très bien. Donc ça m'a d'abord paniqué. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Mais avec votre histoire du président va au Brésil, je crois que vous avez le même constat que moi. Peut-être que ce n'est pas la fin et lui ne s'en rend pas compte. Ce que moi je constate tout simplement, c'est qu'en fin de mandat, on a décidé d'avoir une diplomatie très offensive et on va au Brésil. Qu'est-ce que nous pouvons gagner du Brésil? Oh, bon, on a l'expérience. Le Brésil a la technologie agricole à nous apporter, la technologie au niveau de l'élevage à nous apporter. Et son soutien, le Brésil est en pleine croissance. Si 2-4 grands producteurs brésiliens décidaient de produire ici, dans l'agriculture, ce serait une bonne chose. Mais ce qu'on a le plus à gagner au Brésil, c'est le tourisme culturel et cultuel. Parce que le vaudou, le legba, le sakwata, qu'ils appellent Tchango là-bas, etc., le dan, c'est bien développé là-bas. Et avec un Yoruba ancien, le Nago, ben alors, nous sommes les plus grandes destinations du Brésil en termes de tourisme culturel, c'est le Bénin et le Nigeria. Donc, rien que cela, on va... Même s'il faut fabriquer des faux tolegba avec beaucoup d'huile sur la tête et qui viennent faire des libations, là, c'est pas grave. Bon, vous avez, en tout cas, vous nous arrachez tout de le sourire. Hein. On est en train de sortir de notre discussion, mais on ne voit pas le temps passer déjà avec vous. Déjà, jusque-là, on n'a toujours pas une idée des élections, de quel visage les élections générales vont nous présenter. Bon, à chaque jour suffit sa peine. On est encore très loin des élections. Les élections, c'est on est presque en juillet. On est presque en juillet aujourd'hui. Bon, alors, le dépôt des dossiers pour les présidents, enfin pour les dossiers, le tout c'est en octobre, non? C'est ce que j'ai cru entendre. Tout à fait. Ben, on n'est pas encore en octobre. À chaque jour suffit sa peine. Et maintenant, chacun se présente, se prépare. Hein. Moi, je me prépare à travers les prières, et les zikrs, les invocations. Et je voudrais dire ici au président Patrice Talon et à Ablaye Biachane, si vous entendez « oh là », il faut savoir que c'est Allah qui vous parle et c'est en faveur de Kouovi. Très bien. Ben, c'est pour votre bien. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Kouovi. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous, sur Matin Libre Télévision, de vous recevoir et d'échanger avec vous sur des questions majeures qui engagent la vie de notre nation. Et vous avez toujours cette aimabilité de nous ouvrir des parenthèses, voilà, pour bien évidemment parler d'un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. Merci. Soit dit en passant, vous avez organisé récemment une conférence de presse. Bon, ma conférence de presse, c'était pour partager ma nouvelle vision de l'approche que tout candidat devrait avoir du pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Priez et demandez à Dieu si vous ferez un bon chef pour votre pays et qui vous le permette de l'être. Si vous serez un mauvais chef, lui qui lit dans le cœur de la pierre, qui vous empêche de l'être. J'ai aussi essayé d'expliquer que mon frère et ami Akpona et Paulin, nous sommes du même village, d'ailleurs, Kokoro. Moi, j'ai grandi à Yaoui. Et donc, on a ça en commun et je vous passe l'information. La maison des divinités à Kokoro, en 2015, c'est moi qui ai financé sa construction. Et c'est son village. Ben, lui, il est pasteur évangélique, d'ailleurs.
Donc, on a au moins ça en commun. Je voulais montrer aux Béninois que, bon, ce n'était pas méchant. Et ça, son déraillement, même, ça a eu des conséquences qui sont allées au-delà de moi. Jeunes frères, ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer de montrer ton soutien au bloc républicain. Il ne faut pas attendre à être... Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu le faisais. Continue avec le même zèle et Dieu qui restaure va te restaurer. Et à quand la restauration de Samou Seydi à Dambi? Mais que Sam Seydi à Dambi montre qu'il est encore membre du bloc républicain. Il n'a pas démissionné. Et parce qu'il ne montre pas? Ah, il ne montre pas, je n'ai pas encore vu. Je lui ai dit. Et moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. Je lui ai dit, il faut prendre l'exemple de Khekhoum, qui est sorti du gouvernement, qui est devenu militant, qui a battu campagne tout le temps pour le bloc républicain. Tu as des mondes à Parakou. Reprends l'activité. Quand il reprendra, je saurai, puisqu'il va m'inviter. Mais moi, je ne sais pas encore ce qu'il fait. Donc, s'il veut reprendre sa place, il est très populaire à Parakou. Et donc, c'est pourquoi vous ne l'avez pas encore établi au sein du bloc républicain? Mais j'en sais rien, moi, je suis pas... Mais moi qui vous parle, est-ce que vous savez que le bloc républicain m'a fait l'affront? Vous voulez qu'on en parle? L'affront de me refuser d'être membre même de l'organe national qui a 300 personnes qui ne se connaissent même pas. Ah, pourquoi? Parce que le ministre Abdoulaye Biokane souffre que je sois Kouvi. Parce que moi, je leur disais que menacer le Niger de guerre n'est pas une bonne chose. Et que la posture que prenait le président Patrice Talon allait nous détruire. Nous sommes aujourd'hui, la frontière est toujours fermée. L'histoire m'a donné raison. Ça dit... Là, vous abordez une question très sensible. Oui, oui, très sensible et qui est émotionnellement encore dans mon cœur. Mais comme j'aime Abdoulaye Biokane, je lui ai pardonné. J'ai pardonné à eux tous. Mais une autre personne aurait démissionné du parti. Tout le monde sait ce que j'ai apporté au bloc républicain. Et donc, c'est pour ça que vous ne faites pas partie de l'organe. Je ne suis rien dans le bloc républicain si ce n'est pas militant. Tout ce que je suis, on dit bloc républicain là, ce n'est pas mon autorité à moi-même. Je dirais même que c'est une usurpation de position. Mais comme je suis un leader, un chèque, ah oui, tout le monde, quand on dit bloc républicain, on voit Kouvi. C'est moi-même qui ai construit cette personnalité. Très bien. Ils m'ont refusé de m'adouber. Et moi, je ris, je suis là. Je suis un soutien indéfectible à Patrice Talon, un petit frère à Abdoulaye Biokane, je le soutiens aussi. Et quiconque l'attaque, les attaque d'eux, mourra sur son dos. Et c'est d'ailleurs, j'ai le pauvre Diogbeno qui est allé se plaindre quelque part. Attendez. On est sur une chaîne de télévision. J'ai pas dit, j'ai dit le pauvre Diogbeno qui allait se plaindre quelque part de ce que Abdoulaye Biokane serait celui qui m'instrumentaliserait contre lui. Mon frère Joseph Diogbeno. Le 12 octobre... Non, attendez. Plateau ne sera pas... Attendez, le 12 octobre... Non, le 12 février 2023, à domicile chez toi, j'ai demandé à ce que tu me reçoives. Et tu m'as fait l'honneur. Après tout le combat politique que j'ai eu contre toi, tu as montré une grandeur d'âme. Et tu m'as reçu chez toi de 21h30 à 22h15. Nous avons échangé, je t'ai dit qu'après tout le rôle que tu as joué, pour consolider le paradigme politique qu'on a aujourd'hui, tu ne peux pas être celui qui remplace Talon. Je te l'ai dit. Et je t'ai dit aussi, si tu étais candidat, je me chargeais de te briser la hanche. Et je n'ai pas changé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui sont dues à tes prises de position. Et toi, tu vas chez les prêtres, tu dis que ce n'est pas toi la rase, ni la ruse. Si ce n'est pas toi, c'est qui? C'est Talon. C'est pour ça que je suis sorti. Parce que ta posture attaquait Patrice Talon. Il ne faut plus jamais aller dire quelque part... C'est vous qui l'appréhendez ainsi. Ah non, non. Ce n'est pas son attendez, non, je vous pose une question. Malheureusement, je ne répondrai pas. Non, oui, alors je vais vous faire remarquer ceci. Votre patron vous fait prendre une position ou bien quelqu'un vous fait prendre une position. Et ça crée des difficultés. Et vous sortez, c'est au nom de Matin Libre. Hein, et après vous, votre leader, enfin, votre responsable hiérarchique immédiat, c'est votre directeur. Et vous allez dire non, que ce n'est pas vous, ça ne vous ressemble pas. Alors que c'est Matin Libre qui a fait ça. Si ce n'est pas vous, c'est qui? C'est votre directeur. Alors quand Diogbeno dit que ce n'est pas lui la ruse et la rage, c'est qui? C'est Talon. Oh, c'est pas Talon. Très bien. Et donc c'est ça qui vous a fait. C'est ça qui m'a mené à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et naïvement, il a loué quelques bras cassés. Et donc vous êtes dans un règlement de compte. Je ne suis pas dans un règlement de compte. Je suis en train de protéger Patrice Talon. Très bien. Merci beaucoup. Avec vous, hein, on ira encore au-delà hein, du temps imparti à cette émission. Merci beaucoup, docteur Bertin Kouvi. C'est pas le mot de fin. Voilà. Vous réclamez? Ah ben je réclame. Pourtant, vous avez eu beaucoup de mots de fin déjà. Ah bon? Ben, adressez-vous pendant 30 secondes à ces internautes qui vous suivent et surtout ceux-là qui ne vous comprennent pas. Je voudrais juste demander aux Béninois
d'être assidu à la prière. Et que votre prière soit, si la fin du temps de pouvoir de talon est venue pour 2026, eh bien qu'il s'en aille. Mais si ce n'est pas la fin, qu'Allah lui fasse comprendre que ce n'est pas la fin et qu'il continue. Mais voilà, qu'il continue en améliorant le paradigme qu'il y a aujourd'hui pour qu'on ne calcule plus de taux de croissance à 8% et qu'il y ait des Béninois qui meurent de faim. Il faut que l'indice du bonheur individuel soit ce qu'on va calculer à partir de 2026. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Corvi. C'est ici que prend fin votre émission Matin Libre Politique pour le compte de ce numéro. Nous avons pris du plaisir certainement à vous avoir avec nous et certainement vous avez pris du plaisir à nous suivre aussi. On va se retrouver très incessamment sur notre chaîne de télévision, donc Matin Libre Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.